Bonjour à tous, dans cette petite vidéo nous allons corriger quelques exercices du DL12, exactement le 2 et le 3. Je laisse le 1 avec l'exercice que je n'ai pas corrigé dans le DS pour la période de remise en route, la deuxième semaine des vacances. Pour vos copies, ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup, j'apprends à me servir de la tablette graphique pour les corriger. J'espère vous les faire parvenir dès que possible. Mais je pense qu'après les cours sur les espaces vectoriels et les applications linéaires, il est bon de faire des exercices un peu plus enchaînés que ceux qui sont dans les feuilles de TD. Alors, correction du DL12, on va partir sur l'exercice 2. On introduit un ensemble qui s'appelle ωn, qui contient tous les polynômes de R de x divisibles par x moins alpha exposant n plus 1. Puis, dans la question 1a, on introduit les polynômes uk, x moins alpha exposant k. On va montrer que ceci est une base de Rn de x. Alors, on a presque fait ça dans les exercices. Vous pouvez aller assez vite. Bon, là j'ai fait une petite rédaction en deux temps avec liberté et le fait que ce soit générateur. Mais bon, le plus important c'est d'écrire ça. Hein. On a quel que soit n appartenant à grand N, degré de uk égale k. On en déduit d'abord que la famille des uk pour 0 plus petit que k plus petit que n est libre dans Rn de x carré à degrés étagés. Ça vous pouvez y aller, hein, les familles de polynômes à degrés étagés sont toutes libres. Comme elles comportent n plus 1 polynôme et que la dimension de Rn de x, oui j'insiste, libre dans Rn de x parce que aucun de ces polynômes n'a un degré strictement supérieur, ils sont tous dans Rn de x. Donc libre dans Rn de x, comportant n plus 1 polynôme, et la dimension de Rn de x c'est justement n plus 1. Voilà une famille libre qui a le bon nombre d'éléments, c'est-à-dire autant que la dimension de l'espace dans lequel elle se trouve. C'est une base de Rn de x. On peut même imaginer que directement, là, vous puissiez dire, on en déduit que la famille des uk 0 plus petit que k plus petit que n est une base de Rn de x. Bon, à voir. Moi, je pense que c'est un exercice suffisamment connu pour qu'on puisse en citer le résultat. Alors, dans la question 1b, on s'occupe de ωn maintenant et on demande de montrer que c'est un sous-espace vectoriel de R de x. Bon, ça c'est très classique comme question. Dites bien qu'il n'est pas vide. Et bon, ensuite on va montrer qu'il est stable par combinaison linéaire. On prend P1 et P2 a priori dans R de x au carré. Et lambda mu appartenant à R2, alors quelle implication on a si x moins alpha exposant n plus 1 divise P1 et x moins alpha exposant n plus 1 divise P2, alors on sait que x moins alpha exposant n plus 1 divise lambda P1 plus mu P2. La phrase suivante que je vais écrire, donc on en déduit que ωn est stable par combinaison linéaire. Je fais ça de l'autre côté. Alors, j'ai donc écrit notre conclusion précédente. ωn est stable par combinaison linéaire. C'est donc un sous-espace vectoriel de R de x. Alors, dans la question 1c, on nous demande de montrer que la famille des uk, mais cette fois pour k supérieur ou égal à n, forme une base de ωn. Alors, attention là, ωn n'est pas de dimension finie. Dans la question précédente, Rn de x était de dimension finie. Donc, pour montrer que quelque chose était une de ces bases, on pouvait utiliser le fait soit que c'était libre, soit que c'était générateur. Ici, il faut faire les deux. Il faut faire les deux sans oublier d'abord de dire que les uk, en l'occurrence, sont bien des éléments de ωn. Bon, ça c'est assez clair. Hein. Pour n appartenant à grand N, uk c'est x moins alpha exposant k. Donc pour k supérieur ou égal à n plus 1, uk sera x moins alpha à n puissance supérieure à n plus 1, donc il sera divisible par x moins alpha exposant n plus 1. Autrement dit, pour tout k, pour tout k supérieur ou égal à n plus 1, hein, bien sûr, pas pour tout k,
UK est dans oméga n. Alors là, il faut faire. Donc ça, c'était le premier point, si vous voulez. Hein. Les éléments de la famille sont dans l'ensemble en question. Ensuite, la famille est libre. Et troisièmement, la famille est génératrice. Alors pour la liberté, là, c'est pareil que précédemment. C'est là encore une famille de R de X à degré étagé. Donc elle est libre. Elle est libre. Alors reste l'aspect générateur qui est toujours le plus embêtant. Montrons que cette famille est génératrice de oméga n, soit P appartenant à oméga n. Il faut montrer que P s'écrit comme combinaison linéaire des UK. Alors, ça doit vous rappeler quelque chose. Combinaison linéaire des UK, ça doit vous rappeler la formule de Taylor. Alors, effectivement, c'est ça qui va nous montrer que les polynômes de oméga n s'écrivent comme combinaison linéaire des UK. Alors d'abord, pour P appartenant à oméga n, on a x moins alpha exposant n plus 1. Attention, c'est bien plus 1 ici, c'était mal écrit. Hop, divise P. On a donc toutes les dérivées, quel que soit k, appartenant à 0 jusqu'à n. La dérivée km de P en alpha est nulle. Alors, je vais écrire on va prendre des précautions pour écrire la formule de Taylor, soit grand N appartenant à N avec grand N supérieur à la fois au degré de P et à n. Autrement dit, on va dire plus grand que max de degré de P virgule n. Et même n plus 1. Allez, comme ça, la formule de Taylor, alors je vais l'écrire de l'autre côté. Donc on prend n qui est à la fois plus grand que le degré de P pour pouvoir écrire la formule de Taylor, et plus grand que n plus 1 pour avoir des termes au-delà de n plus 1 dans cette fameuse formule. J'écris tout de suite. Alors, la formule de Taylor, la voilà. Elle s'écrit P égale somme pour k égale 0 jusqu'à n des P dérivés k fois en alpha sur k factoriel, facteur de x moins alpha, exposant k. Mais ici, les termes de k en 0 jusqu'à petit n sont nuls. Donc, il reste les termes d'après k égale n plus 1 jusqu'à grand N des P dérivés k fois pris en alpha sur k factoriel, facteur de x moins alpha, exposant k. Vous voyez pourquoi j'ai pris n à la fois plus grand que le degré de P, pour pouvoir écrire ça, et plus grand que n plus 1, pour qu'on voit explicitement ici les termes. C'est fini, alors P, c'est la somme pour k égale n plus 1 jusqu'à grand N. Ça, c'est des scalaires, P dérivé k fois sur évalué en alpha divisé par k factoriel, et ça, c'est UK. On en déduit que la famille des UK pour k supérieur ou égal à n plus 1 est génératrice de oméga n. En effet, tout polynôme, je vous rappelle qu'on avait pris P dans oméga n, tout polynôme s'écrit comme combinaison, tout polynôme de oméga n s'écrit comme combinaison linéaire des UK pour k supérieur ou égal à n plus 1. Finalement, c'est bien une base. Finalement, c'est une base de oméga n. Alors, dans la dernière question, il s'agit de montrer que Rn de x, le sous-espace vectoriel qu'on a étudié à la question 1, et oméga n sont supplémentaires dans R de x. Alors ça, je vous rappelle ce que ça veut dire. Bon, la définition, tout polynôme s'écrit de façon unique comme un polynôme dans l'un plus un polynôme dans l'autre. Et une caractérisation souvent utilisée, c'est que tout polynôme s'écrit comme un polynôme de l'un plus un polynôme de l'autre,
et l'intersection est réduite au polynôme nul. Je répète, soit on montre que tout polynôme de R de x s'écrit comme un polynôme de Rn de x plus un polynôme de oméga n de façon unique, soit on montre que l'écriture existe pour tout le monde et qu'en plus l'intersection de oméga n et Rn de x est réduite à 0. Alors, deuxièmement, de toute façon, il faudra toujours partir ici par le fait qu'un polynôme de P quelconque dans R de x s'écrit comme un polynôme de Rn de x plus un polynôme de oméga n. Donc, de toute façon, partons comme ça, soit P appartenant à R de x. Là encore, prenons notre n appartenant à un grand N avec n supérieur ou égal au max du degré de P et n plus 1. Ce que je vais écrire de toute façon est vrai pour tout n plus grand que le degré de P, et quitte à le prendre aussi loin qu'on veut. Alors, ce que je vais écrire, ben, c'est bien sûr la formule de Taylor, celle-là, mais sans la propriété de la nullité des P dérivés k fois au début. Donc là, il suffit de réécrire ce que l'on a là, sans l'hypothèse P est dans oméga n. Seulement P va encore être égal, alors cette fois on peut peut-être couper en deux directement, k égale 0 jusqu'à petit n dp dérivé k fois pris en alpha sur k factoriel facteur de x moins alpha exposant k, plus loin, la somme pour k égale n plus 1 jusqu'à grand N, hop, d même p dérivé k fois pris en alpha sur k factoriel facteur de x moins alpha exposant k. Seulement ça, hop, ça c'est appartient à Rn de x, ça, hop, on peut écrire comme ça, hop, appartient à Rn de x, et ça, hop, ça appartient à oméga n. Pourquoi? Parce que c'est une combinaison linéaire des UK, k plus grand que n. Alors, on a fait le plus difficile, entre guillemets. Tout polynôme de R de x s'écrit comme la somme d'un polynôme de Rn de x et d'un polynôme de oméga n. J'écris tout ça tout de suite de l'autre côté. Et puis après, on se pose la question de est-ce que la somme est directe? Alors, concluons sur ce point. On a montré que pour tout P dans R de x, il existe un polynôme P1 dans Rn de x et P2 dans oméga n, tel que P égale P1 plus P2. C'est-à-dire que R de x c'est Rn de x plus oméga n. Alors, pour le fait que la somme soit directe, on pourrait imaginer parler d'unicité. Je vous dirai après aussi qu'on pourrait parler de base, une base de Rn et une base de oméga n. Jouons entre guillemets la sécurité, soit maintenant P dans l'intersection, P appartenant à Rn de x inter oméga n. On a deux points. Alors, degré de P inférieur ou égal à n. Et d'autre part, x moins alpha exposant n plus 1 divise P. Ça, c'est parce qu'il est dans R de x, et ça, c'est parce qu'il est dans oméga n. Alors là, on peut presque conclure tout de suite que P est nul. Je vous rappelle pourquoi, parce que le chapitre sur les polynômes est peut-être un peu loin. On a P égale x moins alpha exposant n plus 1 q, où q appartient à R de x. Donc, le degré de P, c'est n plus 1 plus le degré de Q. Comme le degré de P est inférieur ou égal à n, vous voyez qu'il faut que le degré de Q soit moins infini, Q égale 0, et donc P égale 0. Alors, ceci assure que l'intersection de Rn de x
avec oméga n est réduit à 0. Attention à chaque fois ici que j'écris 0, c'est 0 égale le 0 de R de X, hein, bien sûr. Bon, eh bien c'est fini, on a finalement Rn de X, enfin la somme est directe, hein, Rn de X plus oméga n. Là je détaille, hein, on peut peut-être aller plus vite dans la rédaction. Égale Rn de X somme directe oméga n et R de X égale la somme directe de Rn de X plus oméga n, ce qui était attendu. Ça veut dire que Rn de X et oméga n sont supplémentaires. Alors, on peut peut-être aller un petit peu plus vite, notamment en remarquant que les UK pour 0 plus petit que k plus petit que n, ça forme une base, cette famille-là est une base de Rn de X. On a vu aussi que les UK pour k supérieur ou égal à n plus 1 est une base de oméga n. Et alors si on les réunit, si on réunit la base du premier avec la base du second, on obtient la famille de tous les UK pour k appartenant à n. Et ça, c'est une base de R de X. Ce que vous pouvez montrer, c'était l'autre idée. Si vous montrez que ça, c'est une base de R de X, notamment parce qu'elle est libre, et que la formule de Taylor assure que tout polynôme s'écrit comme combinaison linéaire de ces éléments, c'est donc une base de R de X. Donc si vous faisiez ça, c'était une autre façon de montrer que Rn de X et oméga n sont supplémentaires. Allez, on va passer à l'exercice 3, où cette fois, c'est un espace vectoriel de fonctions dont on parle. Alors, dans l'exercice 3, on se place dans l'espace vectoriel des fonctions de R dans R exposant R ici. Pour tout quadruplé A, B, C, D de R4, on considère la fonction qu'on note H indice V, où V est justement le quadruplé en question. Donc elle va de R dans R, bien sûr, et à X, elle associe AX plus B facteur de cosinus X plus CX plus D facteur de sinus X. H, grand H, est l'ensemble de toutes les fonctions petit hv quand V décrit R4. Alors, on nous demande déjà de montrer que c'est un sous-espace vectoriel et d'en donner une base. Bon, alors, il faut commencer par voir que, en fait, toutes les fonctions hv sont des combinaisons linéaires de 4 fonctions. Regardez, quel que soit x appartenant à R, hv de x égale a cosinus x, ax cosinus x, ax cosinus x plus b cosinus x plus cx sinus x plus d sinus x. Donc vous voyez que on va introduire des fonctions ici, alors je pense que vous les devinez, qui vont être telles que hv s'écrit comme combinaison linéaire d, alors il en faut 4, hein. On considère quelles fonctions? On considère les fonctions, allez, f1, 2 points, qui a x, associe x cosinus x. La fonction f2 qui a x associe cosinus x, la fonction f3 qui a x associe x sinus x, et la fonction f4 qui a x associe sinus x. Hop. Bon, c'est peut-être pas très bien noté, mais ABCD, au moins on se souviendra que c'est correctement la combinaison linéaire correspondant à H
On a, par exemple, ici, pour V donné, pour V fixé, pour V égale A, B, C, D appartenant à R4, qu'est-ce que c'est que notre fonction HV? Alors attention, là c'est des égalités entre réels, et là j'écris des égalités fonctionnelles. C'est AF1 plus BF2 plus CF3 plus DF4. Autrement dit, H, c'est l'ensemble des AF1 plus BF2 plus CF3 plus DF4 quand A, B, C, D décrit R4, c'est-à-dire que H est l'espace vectoriel engendré dans E par les fonctions F1, F2, F3, F4. Et H est bien entendu, autrement dit, je vais écrire ça de l'autre côté, regardez, H est bien sûr un sous-espace vectoriel de E, puisque c'est un sous-espace vectoriel engendré, et en plus on a une famille génératrice, F1, F2, F3, F4 génératrice. Alors pour répondre à la question en trouver une base, il suffit de montrer maintenant qu'elle est libre. Alors, j'ai repris notre conclusion. H est l'espace vectoriel engendré par F1, F2, F3, F4. J'ai rappelé ici ce qu'était F1, la fonction qui a x associe x cosinus x. La fonction F2, c'est le cosinus. F3, la fonction qui a x associe x sinus x. Et F4, la fonction sinus. Ce que je disais et que j'ai écrit ici, c'est que F est un sous-espace vectoriel de E et que ces quatre fonctions forment une famille génératrice de H. Il faut donc montrer qu'elle est libre. Alors, faisons de façon classique, on prend 4 réels, A, B, C, D, tels que AF1 plus BF2 plus CF3 plus DF4 égale 0,2. Alors attention, le 0,2, c'est l'ensemble, c'est le 0 de l'ensemble des fonctions de R dans R. Ce 0, c'est la fonction identiquement nulle. Une remarque aussi, si ça on l'appelle V, ça c'est HV, je vous rappelle, donc ça correspond à HV égale 0,2 E. Alors, qu'a-t-on, et ça c'est très important ici, quel que soit x appartenant à R, ax plus b facteur de cos x plus cx plus d facteur de sinus x égale 0. Alors, il faut montrer que les 4 sont nuls, j'entends les réels ABCD. Prenons par exemple pour x égale 0, qu'est-ce qu'on a? Pour x égale 0, le sinus va tomber, le cosinus vaut 1, ça fait b égale 0. Ensuite, pour x égale pi, là je prends deux choses qui annulent le sinus. Cosinus vaut moins, donc ça fait 0. Cosinus vaut moins 1, il n'est pas nul. Et donc on a a pi plus b égale 0. Mais comme b était égal à 0, a égale 0. Ensuite, on va annuler ce morceau-là. Pour x égale pi sur 2, le cosinus est nul, le sinus vaut 1. Donc ça fait c pi sur 2 plus d égale 0. Et enfin pour x égale moins pi sur 2, là aussi le cosinus est nul. Le sinus vaut moins 1, donc il n'est pas nul, donc c'est ce terme qui est nul, et ça fait moins c pi sur 2 plus d égale 0. Alors, vous voyez qu'en faisant la somme, on a 2d égale 0. Hop. Donc d égale 0 finalement. Et puis donc d égale c égale 0. Alors, ceci assure que... Et ABCD, ici, je l'écris, et A, B, C, virgule, D égale 0, 0, 0. Ceci assure que notre famille F1, F2, F3, F4 est libre. Deux points, c'est une base. C'est une base de H. Allez, voilà pour cette question.
Alors, passons à la question suivante. On introduit une application qui va de grand H, bon, a priori dans grand E, on verra que la question l'a suggéré qu'ici, on peut mettre H, et qui a toute fonction HV à l'intérieur de H, associe sa dérivée seconde plus elle-même. La question est montrer que c'est un endomorphisme de H. Alors, un endomorphisme, c'est une application linéaire qui va de H dans H. Alors, la linéarité ne pose pas de problème, puisque ici la dérivation est linéaire. La dérivation étant linéaire, phi est linéaire. Bon, ici ça c'est l'identité, et là c'est la dérivation composée par elle-même, une somme entre les deux. Moi je pense que ça suffit de dire phi est linéaire. Alors, ensuite, il faut s'assurer que phi, par contre, est bien la valeur dans H. C'est-à-dire montrer que si HV est donné à l'intérieur de H, ça reste à l'intérieur de H. Alors, pour ça, on le fait souvent. Toutes les informations sur une application linéaire sont contenues dans l'image qu'elle donne des vecteurs de la base. Ici, on a F1, F2, F3, F4. J'ai rappelé encore une fois ce qu'était F1, F2, F3, F4 en haut, qui sont une base. Alors, il s'agit de calculer leur image. F1, F2, F3, F4. Alors, allons-y pour F1 de X. Alors là, j'ai pris des X appartenant à R. Dans cet exercice, il faut distinguer les égalités entre réels des égalités entre fonctions. Ça, c'est une égalité entre réels pour X appartenant à R. F1 de X, c'est X cosinus X. Donc, j'ai dérivé ici le X en dérivé le cosinus X, et ici le cosinus en dérivé le X. On dérive une deuxième fois, le cosinus devient moins sinus. Moins, ouvrez la parenthèse, le X sinus X devient sinus X plus X cos X. Et finalement, il vient moins 2 sinus X, moins X cosinus X. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On a donc... regardez, l'image de phi1, alors peut-être pas, oui, phi1, on va faire une petite étape si vous voulez. La dérivée seconde de f1, qu'est-ce que c'est? La dérivée seconde de f1, alors c'est moins f1, puisque moins x cosinus x, moins 2f4. Et qu'est-ce que c'est que phi de f1? Ça fait, alors ça, plus F1, ça fait moins 2 F4. Bon, ça c'est important. Phi de F1, c'est moins 2 F4. Pourquoi c'est important? Parce que c'est à l'intérieur de H, déjà. Alors, faisons pareil avec phi de F2. Alors bon, phi de F2, ça c'est facile, c'est phi de cosinus X. La dérivée seconde du cosinus, c'est moins cos plus cos, ça fait 0. Phi de F2 égale 0. Alors, reprenons maintenant pour la dérivée de F3. Alors, F3, c'est x sinus x. Sa dérivée, ici, j'ai dérivé le x sans dériver le sinus. Là, j'ai dérivé le sinus sans dériver le x. On dérive une deuxième fois, sinus devient cosinus, et le x cosinus x devient cos x. Attention, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc moins x sinus x. Autrement dit, ici, qu'est-ce que c'est que F3 seconde? C'est alors 2 cos qui est 2 F2, moins x sinus x qui est moins F3. Et donc, si je calcule phi de F3, j'obtiens 2 F2. 2 F2, hop. Alors, ici, le sinus c'est pareil. L'image de F4 c'est l'image de sinus, la dérivée deuxième de sinus c'est moins sinus, sinus moins sinus, ça fait 0. Attention, quand je mets 0, c'est 0 de E. 0 de E. Alors, bon, on en déduit plusieurs choses. Je vais écrire ça de l'autre côté. Bon, mais déjà, vous voyez que phi de H est inclus dans l'espace vectoriel engendré par F2 et F4.
on a phi de h. Moi, j'écris ça de l'autre côté. Mais d'abord, la première chose, c'est que phi est à valeur dans grand H. Alors, j'ai réécrit le résultat ici. L'image de F1, c'est moins 2F4. L'image de F2, c'est 0. L'image de F3, c'est 2F2. L'image de F4, c'est 0. Ce qu'on a dit, c'est pour tout K appartenant à 1, 4, phi de Fk appartient à H. Alors, on a phi de H, hein, l'image par phi de H est inclus dans H. Pourquoi? Parce que H est l'espace vectoriel engendré par phi K. Hein, et H égale vect F1, F2, F3, F4. C'est l'espace vectoriel engendré par les Fk. Bon, alors, phi étant linéaire et allant de H dans H, c'est bien un endomorphisme de H. On peut écrire phi appartient à linéaire de grand H. Bon, ici, on remarque, alors pendant le petit b, déterminer le noyau et l'image en donnant une base à chaque fois. Alors, ben, pour le noyau, on a déjà quand même F2 appartient à noyau de phi, de même F4 appartient au noyau de phi. Donc, toute combinaison linéaire des deux est dans le noyau. Donc ici, vous avez l'espace vectoriel engendré par F2 et F4 qui est inclus dans le noyau de phi. Dans le noyau de phi. Alors, ça c'est un premier résultat. Ensuite, pour l'image, on a presque terminé, enfin vous presque, regardez là, les deux là qui sont, on a deux là qui sont là. Est-ce que vous voyez que quel que soit K appartenant à 1, 4, phi de Fk appartient à l'espace vectoriel engendré par F4 et F2. Phi de Fk. Alors, c'est soit moins 2 F4, soit 0, soit 2 F2. À chaque fois, c'est une combinaison linéaire. Donc, appartient à l'espace vectoriel engendré par F2 et F4. Oui, mais F2, qu'est-ce que c'est que F2? F2, ben, c'est l'image de 1/2 de F3. Donc F2 appartient à l'image de phi. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que F4? Puisque c'est de cela dont il s'agit. F4. C'est phi de moins 1/2 de F1. Donc F4 est là encore dans l'image de phi. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit de tout cela? On en déduit que l'espace vectoriel engendré par F4 et F2 est à la fois dans l'image et que l'image est dedans. Donc l'image de phi est l'espace vectoriel engendré par l'image de phi et l'espace vectoriel engendré par F2 et F4. Une remarque d'ailleurs, c'est l'espace vectoriel engendré par cosinus et sinus, c'est ça? Hop. Cosinus et sinus. Oui, ça, je vous rappelle que... attention, je l'ai fait en 2 points. Hein. Hop, une inclusion et une autre. Ça, pour tout cas appartenant à un 4, f de k, ça signifie que
image de phi est inclus dans l'espace vectoriel engendré par F2 et F4, hein, puisque tous les F, toutes les images de F y sont, tous les éléments de H sont une combinaison linéaire de F, on va avoir leur image là-dedans. Et puis ici, ces deux choses en même temps, là, comme F2 est dans l'image et F3 est dans l'image, ça assure que l'espace vectoriel engendré par F2, j'ai dit F3 je crois, mais c'est F2, F4, est inclus dans une image de phi. Hein, ça c'est ce premier point qui l'assure, et ce deuxième point, hop, qui le donne. Alors, bon, on a l'image, et ben, c'est fini ou presque pour le noyau, parce que regardez, le théorème Durand, alors est-ce qu'il est nécessaire de faire l'inclusion réciproque? Je dis non, parce que le théorème Durand nous donne la dimension du noyau. Que dit le théorème Durand? Le théorème Durand donne la dimension du noyau de F égale dimension de H moins rang de F, mais rang de F... Bon alors, on vient de le calculer, hein, la dimension de H ici c'est 4, pourquoi? Bah parce qu'il y a 4 objets dans sa base. Le rang de F c'est la dimension de l'image, c'est 2. Autrement dit, le noyau, et je vais écrire ça juste derrière, le noyau est de dimension 2, vous voyez qu'il contient un espace vectoriel engendré par deux fonctions formant une famille libre, puisque c'est une sous-famille de la base. Donc finalement, le noyau de phi, c'est ça, c'est l'espace vectoriel engendré par F2 et F4. Une remarque, ici le noyau et l'image sont le même espace vectoriel. A tout de suite. Alors résumons ce que nous avons. Et concluons l'exercice. On a l'image de phi, c'est l'espace vectoriel engendré par F2 et F4. Au passage, c'est l'espace vectoriel engendré par cosinus et sinus. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure pour le noyau, c'est la chose suivante. L'espace vectoriel engendré par F2 et F4 est inclus dans le noyau. F2 et F4 est libre, donc ça, c'est de dimension au moins 2. Et ça, c'est de dimension 2, exactement, hein, puisque c'est libre. La dimension du noyau par le théorème Durand c'est 2, donc en fait cette inclusion-là devient une égalité. Le noyau de phi c'est l'espace vectoriel engendré par F2, F4. C'est donc la même chose que l'image de phi. Deux remarques, si le noyau est pareil que l'image, quand on va appliquer phi à nouveau à phi, si on s'amuse à faire phi rond phi, ça fait 0 de L de H. Puisque vous appliquez une première fois phi, vous arrivez dans l'image, mais vous êtes dans le noyau, donc quand vous appliquez une deuxième fois, votre image est nulle. Et une autre remarque que j'ai mise ici, après avoir relu la question, déterminer le noyau et donner une base de l'image de phi. Bon, on a répondu, mais on aurait pu déterminer le noyau à part, sans utiliser l'image. Regardez, je prends HV dans grand H, elle est de la forme AF1 plus BF2 plus CF3 plus DF4. Quand est-ce qu'elle est dans le noyau de phi? Si et seulement si son image c'est égal à 0, 0,2 bien sûr, qui est 0,2H, si et seulement si, alors par linéarité ça fait A phi de F1, mais phi de F1 c'est moins 2F4, donc ça fait moins 2A F4, plus B phi de F2, mais phi de F2 c'est nul, plus C phi de F3, mais phi de F3 c'est 2F2, donc ici il vient plus 2C F2, plus D fois phi de F4, mais phi de F4 c'est nul. Autrement dit, la condition nécessaire suffisante d'appartenance au noyau c'est moins 2A F4 plus 2C F2. Comme F4 et F2 forment une famille libre, ça a lieu si et seulement si A égale C égale 0. Donc vous voyez que le noyau, c'est l'ensemble des fonctions H de la forme BF2 plus DF4, quand B et D décrivent R2. C'est donc bien vect F2, F4 et vect cosinus sinus. Et dans ces cas-là, vous pouviez au contraire utiliser la dimension du noyau que vous veniez de déterminer pour n'avoir à faire qu'une des deux inclusions dans l'image, avec les dimensions de l'image égale 2, puisque 4
espace de départ moins 2, dimension du noyau calculée ainsi, vous aviez la dimension de l'image. Une des deux seules inclusions qu'on a utilisées vous suffisait pour conclure qu'à l'image de f, c'était l'espace vectoriel engendré par f2 et f4. Alors, pour conclure avec la question 3, on nous propose une équation différentielle qui n'est rien d'autre que y seconde plus y égale cos. Là, je l'ai écrit sous forme fonctionnelle. Alors, on déterminait ces solutions dans R exposant R, mais commençons déjà par chercher ces solutions dans H. Alors, soit y appartenant à H, y vérifie E, ça c'est la forme générale de E, mais vous voyez que si ça c'est si et seulement si, phi de y égale cosinus c'est f2. Or, alors ça c'est ce qu'on appelle une équation linéaire. Il y a deux cas, vous savez, soit ce membre de droite là est dans l'image, et dans ces cas-là, les antécédents de F2 sont une solution particulière plus n'importe quel élément du noyau, soit F2 n'est pas dans l'image, et dans ces cas-là, les antécédents de F2, il n'y en a pas. Mais ici, il y en a. On a vu que F2, c'est l'image de 1,5 de F3. Alors, ici, on peut continuer. Si et seulement si, donc phi de y égale f2, c'est-à-dire y est un antécédent de f2, si et seulement si, y égale 1,5 de f3, plus, disons z, où z appartient à au noyau de, j'espère que je ne vais pas trop bouger le tableau, au noyau de phi. Autrement dit, si et seulement si, y est la fonction qui à x associe, alors f3 c'est 1,5 de x sinus x, et ici plus lambda cos x plus mu fois sinus x, où lambda mu appartient à R carré. Alors attention, ça c'est soit Y appartenant à H. Voilà les solutions de E à l'intérieur de H. Bon, il reste à conclure en disant que on sait que les solutions de E petit e là, partout sont de la forme une solution particulière plus une combinaison linéaire de l'équation homogène. Alors, il est clair que cosinus et sinus forment des solutions de l'équation homogène, et que ça, évidemment, la fonction f3 ici, qui est x associe ça, forme une solution particulière. Alors, on sait que dans ce cas, on voit alors que les fonctions de cette forme sont les solutions. Les fonctions de cette forme sont les solutions. Hop, j'ai plus beaucoup de place. De petit e dans R exposant R. Hein, je vous laisse faire. Il s'agit de voir que une solution particulière c'est F3 et que les solutions de l'équation homogène sont justement toutes les fonctions de cette forme. Mais ça c'est la théorie des équations différentielles. Vous voyez qu'ici ce qu'on appelle l'équation caractéristique c'est R carré plus 1 égale 0 dont les solutions sont I et moins I, hein, ce qui vous donne bien ici ça là comme solution de l'équation homogène. Bon, j'en reste là pour se corriger. Vous voyez que la fin est à rédiger peut-être un petit peu mieux. Je vous rappelle que l'exercice 1 est un exercice non corrigé du DS précédent, feront l'objet d'une vidéo, mais quand je ferai des rappels sur l'intégration la deuxième semaine des vacances. Au revoir.